Amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la Masterclass Machine Learning. Dans cette deuxième vidéo, on va prendre du temps pour comprendre réellement ce qu'est le machine learning, sa place au sein de l'intelligence artificielle et surtout son histoire. Et on va voir pourquoi et comment c'est devenu un champ de recherche scientifique extrêmement important de nos jours. Mais surtout, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de me suivre sur les réseaux sociaux. On est parti! Mais essayons maintenant de comprendre plus profondément ce qu'est le machine learning et quelle est la différence avec, on va dire, les autres méthodes, les autres sous-domaines de l'intelligence artificielle et surtout essayons de comprendre qu'est-ce qui rend cette technologie aussi impressionnante et ce qui a mené aux résultats actuels. Alors, il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui a travaillé un peu sur ces questions-là, c'est le philosophe Daniel Dennett, un philosophe américain qui est spécialisé dans la philosophie de la conscience, la philosophie de l'esprit, mais il a travaillé également du point de vue philosophique sur la théorie de la sélection naturelle, la sélection darwinienne, et il y a un de ses livres qui est extrêmement intéressant, qui est assez vieux, qui est difficile à trouver, qui est Darwin est-il dangereux? Part de la sélection naturelle, mais surtout aussi de l'intelligence artificielle et des points communs, les liens en fait qui existent entre l'intelligence artificielle et la sélection naturelle. Il parle énormément de l'histoire de l'intelligence artificielle, donc c'est très intéressant. Mais surtout, il introduit dans un autre de ses livres, From Bacteria to Back and Back, une différence principale qui sont deux approches fondamentales dans le design et la conception en intelligence artificielle. Une première approche qu'il appelle bottom-up, qui part d'un point central, conception qu'on pourrait dire centralisée. Il donne comme exemple la cathédrale de Gaudi, la Sagrada Familia, un édifice extrêmement complexe qui a été conçu par un architecte. Et puis d'un autre côté, il donne l'exemple des termitières australiennes qui, en fait, paradoxalement, ressemblent énormément à la Sagrada Familia. Et en fait, vous pouvez voir sur ces deux images qu'effectivement, il y a de fortes ressemblances. Mais la termitière australienne, elle, n'est pas due à la pensée, à la création centralisée d'un architecte, mais est en fait le résultat d'un processus de l'interaction de milliers de termites, de centaines de milliers de termites, qui en fait vont développer des designs très impressionnants et complexes, puisqu'on sait que ces termitières ont beaucoup de fonctionnalités, de propriétés très impressionnantes. Elles ont des propriétés qui sont très impressionnantes en termes de design, et pourtant, il n'y a pas d'architecte centralisé qui a pensé en fait à ces propriétés. C'est purement des propriétés émergentes du système. Et donc, il parle d'un côté de la Sagrada Familia comme l'exemple type d'un système top-down, et puis la termitière serait pour lui l'exemple type d'un système bottom-up. Et donc, ces deux systèmes, ces deux méthodes, ces deux approches, ont des buts qui sont semblables. C'est la création de design. Donc, on parle de création de design, c'est par exemple la création de choses complexes, que ce soit des édifices ou par exemple des algorithmes, ce qui nous intéresse dans cette masterclass. Et donc, quand on a un système top-down, comme la Sagrada Familia, on parle d'un design qui est extrait de l'expertise humaine. Donc, c'est des humains extrêmement compétents qui vont, d'un point centralisé, designer l'ensemble de l'édifice ou du projet, qui va pouvoir faire ce design, ce développement d'une manière extrêmement rapide, réfléchie, et sans avoir besoin spécialement de données. Et puis, c'est un système qui est centralisé, avec un bureau d'architecte, par exemple, dans lequel l'architecture, ou des ingénieurs en informatique, des développeurs, qui vont effectuer les analyses mathématiques, des proof of concept, des blueprints, etc. Et l'approche top-down, c'était aussi l'approche de l'intelligence artificielle, on va dire, avant l'adoption massive du machine learning. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un peu rapidement le good old-fashioned artificial intelligence, l'intelligence artificielle, la bonne vieille intelligence artificielle, où on essayait non pas de partir des données, de systèmes qui étaient capables d'apprendre à partir des données, mais des systèmes qui étaient des systèmes experts dans lesquels on allait inclure des connaissances des experts humains et qui ensuite étaient capables d'effectuer des déductions. Donc, par exemple, on essayait d'implémenter dans ces systèmes des règles de logique, des règles de déduction, qui là aussi étaient implémentées par des experts de la logique. Et à partir de ces règles de logique et ces connaissances expertes, le système était capable ensuite de faire des déductions pour ensuite répondre à des questions, par exemple. Et là, on était vraiment dans un design, une approche de l'intelligence artificielle qui était vraiment centralisée et
basé uniquement et complètement sur l'expérience humaine. Et donc c'est quelque chose, une approche qui est extrêmement réfléchie, hein, donc il y a une pensée et donc on sait pourquoi un système agit d'une certaine manière, mais c'est un système qu'on sait beaucoup moins efficace que l'approche bottom-up lorsque cette approche bottom-up a suffisamment de données. Et c'est là on en vient à cette approche bottom-up. Cette approche bottom-up, elle extrait du design de l'environnement. Donc elle va utiliser l'environnement, donc on va parler de données, pour extraire du design. C'est-à-dire qu'elle va construire la complexité de l'algorithme, non pas à partir de l'expérience humaine, enfin, c'est pas l'expérience humaine, la connaissance humaine qui va construire en fait la complexité de l'algorithme, mais c'est vraiment l'algorithme, à travers ses capacités d'apprentissage, qui va extraire du design de l'environnement. Bien sûr, ça a besoin de temps, ça a besoin de puissance de calcul, et surtout, ça a besoin de données à exploiter. Ces algorithmes d'apprentissage vont avoir besoin d'un certain nombre d'exemples pour pouvoir extraire ce design de l'environnement. C'est des processus qui ne sont pas forcément décentralisés, mais qui peuvent être décentralisés, dans le sens où on n'a pas cette centralisation autour d'une équipe ou d'un architecte, mais ça peut être un ensemble de petits processus très simples qui, en interagissant les uns avec les autres, vont pouvoir créer cette complexité. Et donc c'est pour ça qu'on parlait précédemment de cette termitière, puisqu'on a tous ces termites qui sont des organismes très simples comparés à l'architecte Gaudi, par exemple. Et donc, par ces interactions, on a des propriétés très complexes du design qui va apparaître par émergence. Alors, des exemples de ce type de système, eh ben, on a l'évolution par sélection naturelle, on a les systèmes apprenants, on a le machine learning, et on a, par exemple, les réseaux de neurones, non seulement artificiels, mais naturels. Notre cerveau, par exemple, est un très bon exemple de système bottom-up, puisqu'on a des dizaines de milliards de petites unités très simples, les neurones, qui sont en interaction et qui vont exploiter les données qu'elles reçoivent depuis notre naissance pour pouvoir créer un modèle du monde. Et donc, c'est vraiment le système type, on pourrait dire bottom-up, et c'est pour ça que les réseaux de neurones ont vraiment, depuis le début de l'intelligence artificielle, attiré l'attention des chercheurs en IA. Dans la recherche informatique, on appellerait plutôt ça des méthodes d'optimisation. Donc, on va utiliser des données pour ensuite optimiser un objectif, hein. On parle, pour faire le lien avec la théorie de l'évolution par sélection naturelle, on parle d'algorithmes génétiques. Et puis surtout, c'est des systèmes qui sont extrêmement efficaces lorsqu'ils ont assez de données. Et ça, on peut le voir avec les développements récents du deep learning et du machine learning, ou encore des outils comme ChatGPT. Eh ben, vous avez des systèmes qui deviennent capables d'effectuer des tâches extrêmement complexes. Par contre, comme on n'a pas d'architecte central, comme on n'a pas une logique, quelqu'un à qui s'adresser pour avoir des explications sur les différentes propriétés de l'algorithme, eh ben, on se retrouve avec des systèmes en interaction qui sont extrêmement complexes et dont il est difficile de comprendre ou de justifier les décisions. On appelle ça des boîtes noires ou encore boîtes grises. Dans la plupart des cas, on est plus généralement dans des boîtes grises, puisque même dans les réseaux de neurones artificiels modernes, on a des techniques pour essayer de comprendre pourquoi ils prennent certaines décisions. Le machine learning, c'est un champ de recherche qui appartient au domaine de l'intelligence artificielle. C'est un champ de recherche avec ses méthodes, ses buts et sa méthodologie. Bien sûr, c'est un champ qui est extrêmement basé sur les mathématiques et les statistiques, comparé à d'autres méthodes, d'autres domaines de l'intelligence artificielle qui peuvent être basés par exemple sur la logique, sur l'informatique pure par exemple, etc. Le but donc du machine learning, de ce domaine-là, c'est de donner la capacité aux ordinateurs, aux machines, d'apprendre à partir de données, donc à partir d'exemples. Donc, comme on l'a dit juste avant, une approche bottom-up. Et apprendre dans ce contexte-là, ça vise à améliorer les performances d'un programme, à résoudre des tâches sans être explicitement programmé pour résoudre ces tâches. Et dans ce machine learning, dans ces apprentissages, on a différents types d'apprentissage. On a l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage auto-supervisé et ce qu'on a vu, le reinforcement learning. Tout ça, c'est des sujets qu'on va aborder dans les futures vidéos de cette masterclass. Et donc, si on fait un peu une cartographie comme ça de l'intelligence artificielle, on voit que dans ce domaine de l'intelligence artificielle, qui en lui-même est un champ de recherche scientifique et technologique, on a donc la logique et le raisonnement, où on va essayer de construire des systèmes qui sont capables
d'effectuer des déductions logiques, de combiner des faits par des règles de logique pour faire des déductions. La planification, on va essayer d'avoir des machines qui vont planifier des choses, planifier des événements, essayer d'atteindre des buts en faisant de la planification. Et ces deux domaines, en fait, peuvent être et ont été enrichis par le machine learning. Et puis, on a ce domaine du machine learning où on vise à donner aux machines la capacité d'apprendre à partir d'exemples. Et dans exactement ce domaine du machine learning, eh ben, on a encore diverses méthodes. On a par exemple les arbres de décision qu'on va voir, les méthodes bayésiennes, et puis on a le fameux deep learning, qu'on appelle l'apprentissage profond en français, et qui est inspiré des réseaux de neurones artificiels, qui est inspiré des réseaux de neurones biologiques. Et c'est principalement dans ce sous-domaine du machine learning qu'on a vu des avancées extrêmement impressionnantes. Et puis maintenant, dans ce sous-domaine-là, on a du deep learning, on a plein de méthodes qui ont été développées et dont on va parler soit dans cette masterclass, soit dans d'autres séries de cette chaîne. Alors, dans le machine learning, dans le non-machine learning, on a machine, ça c'est pas très compliqué, et on a learning, apprendre. Alors, qu'est-ce qu'apprendre? C'est quoi apprendre? On doit, pour pouvoir vraiment comprendre le machine learning, essayer de donner une bonne définition de ce qu'est l'apprentissage. Alors, si on s'attache directement à la définition qu'on a dans le dictionnaire, on va nous dire qu'apprendre, c'est s'informer, se renseigner, c'est recevoir une instruction. C'est aussi prendre conscience de quelque chose par information ou par observation. C'est également acquérir des connaissances par l'étude, l'expérience ou l'enseignement. Si on veut une définition plus formelle, et c'est une définition qui est principalement celle qu'il faut utiliser pour comprendre le machine learning, apprendre, c'est changer de comportement afin de devenir plus performant dans le futur à une tâche. Dans l'intelligence artificielle, encore plus précisément, c'est un groupe de méthodes pour trouver et décrire des modèles structurels dans des données. C'est prendre des données, des observations et les décrire, les modéliser afin ensuite d'effectuer des prédictions. C'est opposé à ce qu'on a vu précédemment, cette approche par la logique, où dans cette logique, on va essayer de faire des preuves de théorèmes, on va essayer de prouver des théorèmes mathématiques. Là, on va essayer vraiment de prendre des observations, des données, on va observer le monde, et à partir de cette observation, de ces observations, on va créer un modèle qui représente ces phénomènes. Donc, on va faire ce qu'on appelle une induction, afin de créer ce modèle. Et à partir de ce modèle, de cette modélisation, on va effectuer des prédictions. On va faire des déductions qui nous permettent de prédire à partir de ce modèle. Et donc, on va essayer de construire un modèle à partir de ces observations et ensuite voir si nos prédictions, en fait, elles sont juste. Déjà, là, si vous connaissez un peu la méthode scientifique, si vous vous intéressez aux phénomènes scientifiques, à la science, vous voyez qu'en fait, ce concept, cette approche du machine learning, elle est très proche de la science et de la méthode scientifique. Alors, pour voir comment ce domaine du machine learning, de l'apprentissage automatique est apparu et comment il est devenu aussi important dans le monde d'aujourd'hui, on va se plonger un peu rapidement dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle a commencé, on va dire, au début du XXe siècle, ou plutôt au milieu du XXe siècle, avec principalement les travaux d'Alan Turing, un mathématicien britannique dont on a parlé précédemment, qui a développé ce qu'on définit comme une formalisation de l'ordinateur, c'est-à-dire une sorte de modèle mathématique de l'ordinateur, qu'il appelait la machine universelle. Et il a aussi, Alan Turing, introduit ce concept de machine learning. Et donc, à partir de là, au début des années 40, on a vraiment cette apparition de l'idée de méthode grâce à l'informatique et aux premiers travaux en informatique de ce que pourraient être des machines qui seraient capables de penser, d'apprendre et de devenir, d'une certaine manière, intelligente. Cette construction de cette science de l'intelligence artificielle et de l'informatique, elle se fait d'un côté grâce aux travaux donc d'Alan Turing et de cette modélisation, de cette formalisation de l'ordinateur et donc qui permet de déduire en fait de quoi sont capables les ordinateurs, de classer les algorithmes dans diverses classes et de définir les différents problèmes qu'on peut avoir avec les ordinateurs. Et d'un autre côté, on a également les travaux de McCulloch et Pitts qui ont, été capables de décrire le fonctionnement des neurones biologiques et d'introduire des bases théoriques
de réseaux de neurones artificiels, c'est-à-dire, eux, de formaliser non pas l'ordinateur, mais le neurone biologique, d'en faire une version artificielle basée sur les mathématiques et l'algèbre linéaire qu'on va voir dans une autre série de cette chaîne. Et donc, d'un côté, on a donc cette informatique qui est en développement, on a la machine de Turing, on a les premières idées de machine learning d'un côté avec Alan Turing, on a cette formalisation du neurone artificiel d'un autre côté, et puis encore une troisième branche qu'on voit apparaître, c'est la cybernétique, grâce à Robert Wiener, qui, elle, comme on l'a vu au début de la vidéo, va définir ce que pourraient être des machines qui sont capables de s'adapter à leur environnement. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de rester dans une certaine harmonie avec leur environnement, en essayant de maintenir certaines propriétés internes. Et là, Wiener s'est inspiré de travaux sur la définition de ce qu'est le vivant qui serait une sorte des phénomènes physico-chimiques qui seraient capables de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire de garder certaines propriétés constantes malgré le changement dans leur environnement, donc capables de s'adapter. Et surtout, Robert Wiener, lui, il a travaillé au départ avec l'armée pour essayer de construire des méthodes capables de prédire le vol des avions ennemis pour pouvoir ensuite placer exactement les ogives au bon endroit. Et donc, à partir de là, il a observé que ce n'était pas possible de prédire exactement en fait ces positions à l'avance, mais qu'il fallait un système qui soit capable de s'adapter, de prendre en compte les erreurs qu'il avait fait précédemment, pour ensuite adapter ses comportements, pour ensuite minimiser son erreur future. Donc on peut voir qu'on a, au milieu du XXe siècle, et avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, convergence entre ces trois domaines. En 1957, on a l'apparition de ce qu'on appelle le perceptron, qui est une forme très basique qu'on va voir dans ce cours. On va étudier le perceptron, on va voir comment il fonctionne, qui est une première formalisation d'un neurone artificiel et qui permet une classification binaire. C'est-à-dire qu'il permet de prendre des échantillons, ensuite de les placer dans deux classes, deux possibilités, donc binaire, 0 ou 1. Ça peut être, comme précédemment on l'a vu, chien ou chat, par exemple, pour une image. Et donc, on a eu un engouement vraiment pendant ces années 50 pour le perceptron, pour ses capacités d'apprentissage, puisque le perceptron va être capable d'apprendre à partir d'exemples. Donc, c'est vraiment une première application, on va dire, une première méthode concrète de machine learning qui apparaît pendant les années 50. Et puis, on a aussi les travaux de Arthur Samuel, tous ces travaux sont très bien décrits. D'ailleurs, justement, dans le livre de Daniel Dennett, Darwin est-il dangereux, il décrit très bien, en fait, les travaux de Herbert Samuel, qui est vraiment un pionnier de l'intelligence artificielle et qui va utiliser pour la première fois, d'ailleurs, le terme machine learning. Et lui, il a été capable de créer des machines qui ont joué au jeu de dames. On a cette avancée de l'intelligence artificielle déjà, on a vraiment un engouement à cette époque qui est vraiment comparable à l'engouement qu'on voit actuellement pour l'intelligence artificielle, avec des ordinateurs qui sont pourtant très très loin, à des années d'une lumière de la performance des ordinateurs actuels, mais qui sont déjà capables de faire des choses assez impressionnantes, comme l'apprentissage ou de jouer à des jeux complexes. Et puis, on voit très rapidement venir un phénomène qu'on voit très souvent en intelligence artificielle, qui est l'hiver de l'IA. Donc, c'est des périodes dans lesquelles on voit une baisse très importante des financements, en fait, dans le domaine de l'intelligence artificielle, et surtout où le domaine de l'intelligence artificielle devient quelque peu has-been. Donc, il devient vraiment plus du tout... il n'est plus vu comme un domaine sérieux d'études, il n'est plus vu comme un domaine qui peut apporter quelque chose, puisqu'on met fortement en doute ses fondements et on met surtout en doute la possibilité d'atteindre les buts que se sont fixés les pionniers de l'intelligence artificielle. Et ce premier hiver de l'intelligence artificielle, il est surtout dû aux travaux de Marvin Minsky, un pionnier là aussi de l'intelligence artificielle, et Pepper, qui dans un article vont montrer que le perceptron a des limites indépassables. Et le perceptron, qui est un système qui peut apprendre, ne peut pas apprendre certaines fonctions, certaines choses. Et donc, ça va mettre un coup d'arrêt au financement et à la hype, on va dire, de cette époque-là, des hype des années 50 sur l'intelligence artificielle. Et donc, pendant 2 décennies, on va avoir une forte interruption des financements dans ce domaine. Dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, pendant cette période un peu hivernale de l'intelligence artificielle, c'est pourtant là qu'on va voir le développement des principaux outils, des principales méthodes de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique
moderne. On va voir le développement surtout des réseaux de neurones artificiels, des méthodes d'apprentissage qui permettent à ces réseaux d'apprendre, et surtout, au lieu d'avoir un perceptron, hein, qui est un neurone artificiel seul, on va voir le développement des réseaux profonds qui vont voir plusieurs neurones mettre en couche et avoir plusieurs couches à la suite. Et on va voir le développement de ce qu'on appelle la méthode de rétropropagation qui permet en fait d'entraîner ce type de réseau. Et donc, on voit déjà des gens comme Verbos, Parker, Lequin ou Hinton, qu'on va voir plus tard, puisque en fait, Lequin et Hinton ont reçu les deux conjointement le prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel en informatique, pour le développement de ces méthodes-là. Et ils ont reçu ce prix Turing il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, parce que en fait, le deep learning est basé sur les méthodes qui ont été développées pendant surtout les années 80. Et donc, c'était pendant une période où les réseaux de neurones étaient complètement, on va dire, has-been et pas du tout vus comme des méthodes prometteuses. Pourtant, c'est bien là qu'on a vu le développement de ces méthodes. Pendant les années 90-2000, donc on a eu cette période des années 80 qui était un peu plus effervescente, où on avait quand même certains travaux et certains financements, même si on ne voyait pas les réseaux de neurones vraiment comme quelque chose de vraiment révolutionnaire. Et on a eu du coup, on va dire, de nouveau un hiver pendant les années 90-2000, jusqu'aux années 2010, début des années 2010. Un deuxième hiver où on a vu le développement, là aussi, de méthodes de machine learning, hein, qui ont réussi à se développer, à obtenir de bonnes performances sur certaines tâches, principalement des méthodes qu'on appelle par exemple les SVM, les Support Vector Machines, les machines à support de vecteurs, qu'on va voir hein, dans cette suite, dans cette masterclass. Et donc surtout, on voit un événement spécial, un événement important, c'est en 1997, on a l'ordinateur Deep Blue, comme on l'a dit, qui bat Garry Kasparov aux échecs, le champion du monde d'échecs à l'époque. Et donc, on a quand même une avancée de l'intelligence artificielle pendant cet hiver, ce deuxième hiver, même si des méthodes comme celles utilisées par Deep Blue sont pas tellement du machine learning, mais sont surtout des méthodes classiques en informatique. Et surtout, après cette période 1990, pendant les années 90 et les années 2000, d'arrêt et de lenteur de développement de l'intelligence artificielle, on a en 2010 l'apparition, enfin surtout l'explosion des méthodes de deep learning. Alors, le deep learning, comme on l'a dit, c'est l'apprentissage profond, hein, donc c'est les réseaux de neurones artificiels qui sont mis en couche pour avoir vraiment des gros réseaux. Et au début des années 2000, précisément en 2012, on a un réseau de neurones artificiels qui s'appelle AlexNet, qui va réussir un certain exploit, c'est qu'il va réussir à obtenir un taux d'erreur de 15,3% sur un jeu de données classique dans ce domaine-là qui s'appelle ImageNet, alors que l'année précédente, des méthodes qui n'étaient pas basées sur le deep learning obtenaient 26%. Donc on a réussi un bond absolument incroyable grâce au deep learning. Et du coup, tout le monde s'est mis à faire du deep learning et on a vu un afflux des financements, surtout des entreprises, des compagnies privées, dans le deep learning, dans le développement de ces méthodes. Et donc, on voit 2010 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler un printemps de l'intelligence artificielle, voire un été de l'intelligence artificielle, où on a des financements absolument colossaux dans ce domaine-là, et où on voit tous les développements qu'on a vus depuis dans l'intelligence artificielle jusqu'à ChatGPT aujourd'hui, par exemple, et les futurs développements qui vont certainement continuer pendant un bon bout de temps. Et donc, de la même manière qu'en 97, on avait cette victoire de l'intelligence artificielle sur l'être humain, on a en 2017 la victoire de AlphaGo, qui bat le champion du monde au jeu de Go, qui est un jeu bien plus complexe et avec un nombre de possibilités bien plus grand que le jeu d'échecs. Et cette méthode, cette fois, cet AlphaGo, il va combiner plusieurs techniques, plusieurs méthodes, des techniques classiques en informatique, mais aussi principalement des techniques de deep learning et d'apprentissage par renforcement. Et donc c'est un exploit qui est réussi là, et des exploits qui vont continuer. Et aujourd'hui, on peut voir avec ChatGPT, avec les LLM, qu'on arrive vraiment à des méthodes extrêmement puissantes. Et ça, faut essayer de le comprendre. Comment est-ce qu'on est arrivé à des méthodes aussi puissantes? Pourquoi est-ce que tout d'un coup on a vu le deep learning apparaître? Pourquoi est-ce qu'on a vu le machine learning apparaître? Qu'est-ce qui s'est passé? On a plusieurs facteurs. Si on revient sur l'histoire de l'IA, on a plusieurs facteurs. L'un des facteurs du développement de l'intelligence artificielle et du deep learning, c'est Internet, c'est le web. Le web, il a mis à notre disposition, des chercheurs, des ingénieurs, des quantités énormes de données. Et on l'a vu quand on a introduit le machine learning, quand on a expliqué cette approche bottom-up, on a dit
un élément essentiel pour que ces méthodes bottom-up puissent vraiment être puissantes, et ben, c'est le nombre d'exemples, la possibilité d'avoir un grand nombre d'exemples et donc de données. Et ça, on peut le voir, hein, ici, l'évolution en fait des bases de données, de la taille des bases de données en informatique, qu'on est passé au début des années, enfin au milieu des années 50, même jusqu'au début, dans les années 80, voire dans les années 90, on avait des bases de données qui étaient assez petites, hein, qui comportaient 1000, 2000, 2000 échantillons. Et puis déjà dans les années 2000, on voit apparaître des bases de données avec plusieurs dizaines de millions d'échantillons. Des images, quand je parle base de données, ça peut être des images, ça peut être des textes, etc. Et puis, eh ben, on voit une augmentation exponentielle grâce au web à partir du début des années 2000, jusque dans les années, par exemple, 2015 ou encore aujourd'hui, où, par exemple, dans les années 2015, au milieu des années 2010, on arrive à peu près à des bases de données de 1 milliard d'échantillons. Et puis aujourd'hui, on a des bases de données qui sont utilisées pour entraîner ChatGPT qui peuvent atteindre 700 milliards, plusieurs milliers de milliards d'exemples. Et donc, on a cette capacité d'utiliser ces données pour nourrir les algorithmes. Et c'est une des composantes essentielles du monde d'aujourd'hui, hein, du nouveau monde auquel on fait face grâce à Internet, c'est un nombre de données. On croule littéralement sur les données grâce au web, et donc des données qui sont diverses, hein, qui sont images, textes, etc. Et on a besoin, non seulement on a la capacité de les utiliser pour développer des algorithmes de machine learning qui vont, grâce à ça, devenir extrêmement puissants, mais surtout on a besoin de ces méthodes en fait pour pouvoir traiter en fait cette quantité de données. On a besoin sur les réseaux sociaux pour pouvoir classer, pour pouvoir traiter cette information. Ça peut être pour détecter des discours de haine, par exemple, qui sont tellement, en fait, le nombre de messages, en fait, cette quantité de données est tellement importante qu'on ne peut pas faire traiter ça par des êtres humains. Donc, on a besoin de technologies automatisées de traitement de l'information. Et surtout, on a le fait que une chose essentielle à comprendre, c'est que la donnée n'égale pas l'information. La donnée, c'est un fait brut qui est enregistré de manière formelle, sous forme, par exemple, de 0 ou de 1, ou de manière plus évoluée dans des formats de fichiers spécifiques, par exemple, on connaît le JSON, etc. Donc, la donnée, c'est un fait brut enregistré sur ordinateur et qui peut être traité par l'ordinateur. L'information, c'est les modèles qui sont sous-jacents aux données, qui expliquent ces données. On a déjà expliqué dans le machine learning, ce qu'on va faire, c'est développer des modèles à partir des observations. Et c'est exactement la différence qu'on a entre de l'information et de la donnée. On veut de l'information, donc on veut savoir ce qui explique ces données. On veut savoir les modèles, on veut savoir les patterns qui sont sous-jacents à ces données pour pouvoir ensuite en exploiter l'information. Et puis le deuxième trend, c'est le développement de la puissance de calcul des ordinateurs. On calcule historiquement la puissance des ordinateurs en flop, en opération en virgule flottante par seconde. Et donc, au début des années 2000, les ordinateurs étaient capables d'effectuer à peu près une dizaine de millions d'opérations par seconde. Et en fait, on connaît la loi de Moore, qui dit que la puissance des ordinateurs double tous les 18 mois. Et en fait, cette loi, elle reste assez juste jusqu'à aujourd'hui. Et on peut voir qu'on a une augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs qui est exponentielle, avec le milliard qui est atteint en 2010, et puis jusqu'à aujourd'hui où les ordinateurs peuvent atteindre plusieurs centaines de milliards d'opérations en virgule flottante par seconde. Mais c'est aussi dû à l'apparition et au perfectionnement des GPU, des Graphic Processing Units, qui vont en fait permettre à la base de traiter des données graphiques, et surtout qui sont utilisées dans le jeu vidéo. Mais il se trouve que les opérations qui sont utilisées dans le jeu vidéo et les opérations qui sont utilisées dans le deep learning sont les mêmes. C'est du calcul matriciel qu'on va voir dans la série mathématique pour le machine learning. Et donc, du coup, on a vu ces GPU qui ont augmenté en puissance et qui permettent des calculs hautement parallèles, et donc qui ont permis l'utilisation, la construction, l'apprentissage de très gros réseaux de neurones. Et on peut voir que ces GPU ont non seulement suivi eux aussi la courbe d'évolution de la puissance informatique, mais ont surtout suivi une courbe de croissance qui est bien supérieure à celui des CPU, Central Processing Unit, qui est le processeur central de l'ordinateur. Et donc ces deux facteurs combinés, la puissance de calcul et la possibilité d'avoir des grandes quantités de données, ont permis l'apparition, l'évolution et l'émergence de ces méthodes de deep learning extrêmement puissantes jusqu'aux outils d'aujourd'hui, donc de nouveau comme ChatGPT. Dans cette première vidéo, on a donc introduit le domaine du machine learning. On va continuer cette introduction dans la prochaine vidéo, mais on va parler surtout maintenant de comment on va développer cette masterclass. Cette masterclass va être basée
autant sur la théorie. Donc, on va décortiquer les algorithmes, on va en comprendre les fonctionnements, on va les appliquer. On va prendre chaque partie de l'algorithme pour vraiment les comprendre à travers des présentations, des schémas et des animations. Et puis, on va aussi passer par les mathématiques en utilisant les outils des mathématiques appliqués aux algorithmes du machine learning afin de comprendre là aussi comment ils fonctionnent. Pour les bases mathématiques, il y a une autre série qui s'appelle Mathématiques pour le machine learning, dont le premier épisode est en train d'être tourné et écrit. Et donc pour ces fondements mathématiques, vous aurez cette série-là, et en fait, ces deux séries vont en fait évoluer ensemble afin d'un côté pouvoir traiter le machine learning et d'autre de pouvoir traiter les bases mathématiques. Mais surtout, on va parler d'implémentation et puis on va utiliser les algorithmes du machine learning pour des applications. Donc, on va passer par du code, on va implémenter ces algorithmes à travers des notebooks Jupyter. Donc, on va implémenter ces algorithmes autant de manière partant de la base pour voir vraiment comment ils fonctionnent, mais aussi en utilisant des datasets connus et communs en fait dans le domaine du machine learning qui sont disponibles pour tous, mais aussi en utilisant éventuellement des frameworks, des packages qui sont connus dans ce domaine-là afin d'avoir des implémentations optimisées, donc par exemple sklearn, pandas, etc. Voilà, j'espère que ce premier épisode de la masterclass Machine Learning vous a ouvert l'appétit et vous a donné envie de découvrir ce domaine. En attendant, moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo, que ce soit sur de l'art génératif, sur de l'IA, sur des news, etc. En attendant, on aura bientôt le premier épisode de mathématiques pour le machine learning et d'une autre série qui va s'appeler les Generative Masters. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de me suivre sur les réseaux sociaux et de parler d'artificialisme autour de vous si vous voulez faire vivre cette chaîne. À la prochaine, ciao!